Ok, donc d'abord une petite introduction. Je m'appelle Julie Plouvier, je suis prof d'anglais depuis 2017 et prof dans le réseau AEFE depuis 2020 à Madagascar. Je pratique les pédagogies coopératives depuis 7 ans et je suis également étudiante en DU en sciences cognitives pour l'éducation et la formation. J'aurai les résultats là dans quelques jours pour savoir si j'ai été admise. Donc gros suspense, mais voilà, c'était une formation très riche et très intéressante et très complémentaire de ce qu'on peut lire sur les ouvrages sur la coopération par exemple. Ok, alors est-ce que jusque-là tout va bien? Est-ce que vous m'entendez? Je fais juste un son pour être sûr que je parle pas dans le vide. Est-ce que ça va? J'ai Oui, pas accès. parfaitement. Non, c'est Super. super, on Ok. t'entend parfaitement bien. Ok, top. Allez. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir en premier lieu ce qu'est le plan de travail. Peut-être que vous avez déjà, enfin, vous travaillez peut-être déjà avec cet outil. Euh, les ceintures de compétences en deuxième partie. On parlera aussi de la mise en œuvre de ces deux outils en classe et puis enfin le petit temps d'échange en fin de présentation. Donc on est parti pour 1 heure. Avant de commencer, je voulais juste reprendre la définition de la coopération qui a été écrite. Celle-ci a été écrite par Sylvain Connac. Je ne sais pas si vous connaissez Sylvain Connac. C'est un enseignant-chercheur qui a écrit des ouvrages sur les pédagogies coopératives et qui est pour moi une très grande source d'inspiration. Et il dit, la coopération, c'est l'ensemble des situations avec des interactions, une intention et un bénéfice mutuel. C'est une modalité d'action impliquant du partage de désirs et de la générosité réciproque. Et c'est vrai que dans les pédagogies coopératives, en fait, ce qu'on remarque, c'est que le but est commun et mutuel. Mais pour autant, on développe des compétences individuelles. Et c'est ça qui est formidable. Puisque effectivement ça implique de l'altruisme et des valeurs humanistes. Alors, qu'est-ce que le plan de travail? Alors, peut-être que je le disais tout à l'heure, vous le savez déjà. Pour être sûr, je reprends rapidement ce qu'est le plan de travail, hein, parce qu'un plan de travail n'est pas une feuille de route, c'est pas tout à fait pareil. Alors, le plan de travail, toujours selon Sylvain Connac, c'est un document adapté à chaque élève qui va planifier ses activités à partir de ce qu'il souhaite faire et peut réaliser et de ce qu'il a à acquérir et maîtriser au terme de son cycle. Alors, cycle, c'est peut-être plus pour le premier degré, mais on peut imaginer pour nous... alors moi, oui, je ne vous l'ai pas dit, je suis enseignante au collège. Donc, voilà, cette présentation est surtout réalisée sur des observations réalisées au collège, mais pour autant, tout est adaptable. On peut tout à fait imaginer des adaptations au lycée. Donc maîtrisé au terme de la séquence, hein, donc pour nous au collège. L'élève note la réalisation de ses travaux, il fait un bilan en fin de période et reporte sur le prochain plan ce qu'il n'a pas réalisé. Les supports proposent une progressivité car les élèves ne sont pas tous aux mêmes étapes. Et enfin, le travail est possible selon plusieurs modalités, donc soit seul, soit avec l'enseignant, soit en coopération avec d'autres élèves. Donc, je vous montre déjà un exemple concrètement. Donc, ça, c'est un plan de travail qui a été réalisé pour des quatrièmes. Et vous pouvez constater qu'il y a plusieurs parties. Sur le plan central, il y a les activités qui sont obligatoires et qui sont liées à la séquence en cours, avec des tâches à réaliser. Donc, moi, je les ai séparées. Elles sont ici inscrites. Donc, du vocabulaire, une tâche de compréhension écrite, une tâche de compréhension orale, une tâche d'expression orale, une expression écrite, les leçons et enfin la tâche finale. Et donc ici, vous constatez des petites cases qui sont à cocher et c'est moi qui les coche une fois que l'élève a réalisé les activités. Mais je vais en parler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure.
Il y a ici cette partie projet, ça ce sont les projets personnels et cela revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'élève choisit les activités, il planifie les activités qu'il souhaite. Les projets personnels sont au nombre de 4. Alors, 4 sortes de projets personnels. Il y a tout d'abord le texte libre, l'exposé, la lecture et la recherche. L'exposé, alors le texte libre, pardon, c'est un texte que l'élève peut écrire sur le sujet qu'il souhaite. Une passion, un récit fictif, une expérience réelle, une recette de cuisine, ce qu'il a pensé de tel ou tel film. Le sujet est libre, le nombre de lignes est libre. Tout ce qui est obligatoire, la seule modalité obligatoire, c'est l'anglais. Donc, l'élève rédige en anglais. La présentation, l'exposé, c'est la même chose au niveau du choix. L'élève peut présenter un exposé de son choix, du thème de son choix. Donc, j'ai eu des exposés sur des sportifs, des séries, des célébrités, des animaux, sur l'eau, des exposés scientifiques. Enfin, vraiment, il n'y a pas de limite à la créativité des élèves. La lecture, donc tout ce qui est lecture ici, l'élève choisit un livre ou un article à lire. Donc, au fond de ma classe, j'ai une petite bibliothèque très modeste avec quelques livres. Et puis, sinon, j'ai des sites internet qui sont adaptés au niveau collège. Et l'élève peut choisir de lire un article. Et ensuite, il y a une fiche de lecture à réaliser pour montrer que l'élève a bien lu, ce qu'il en a aimé, faire un résumé de ce qu'il a lu et puis un petit travail sur les WH pour qu'il puisse analyser le contenu de ce qu'il a lu. Et enfin, il y a la recherche. Donc la recherche, c'est un petit peu moins prisé dans le sens où c'est un peu plus complexe puisque la recherche n'est pas qu'un simple exposé. Donc là, l'élève doit réaliser un travail d'investigation, plusieurs sources, choisir un plan du message qu'il voudra délivrer à la fin. Donc ça, ce sont pour les projets personnels. Il y a ensuite sur le plan de travail les ceintures. Donc ici, en réalité, il y a 5 ceintures et non pas 4. Il y a ceinture sur les 5 activités langagières en réalité. Expression orale en continu, expression orale en interaction, compréhension écrite, compréhension orale et expression écrite. Donc là, les élèves choisissent de la même manière là où les ceintures qu'ils souhaitent passer pendant le plan de travail et ils inscrivent la couleur de la ceinture. La ceinture, alors j'en parlerai un petit peu, le fonctionnement tout à l'heure. Sur la partie droite, ici, c'est le bilan à la fin du plan de travail. Donc là, l'élève ici va faire une auto-analyse du travail qu'il a réalisé. Il va d'abord cocher s'il a été aidé, s'il a aidé. Donc ça, c'est tout ce qui est coopération. Et puis enfin, il va s'auto-évaluer sur 4 critères. Est-ce qu'il a été autonome dans le travail à chaque séance? Est-ce qu'il a été impliqué? Est-ce qu'il a pris soin de son cahier et du matériel, et est-ce qu'il a le sentiment d'avoir progressé? Donc, en fonction de son auto-évaluation, il va choisir une bouche qui sourit pas trop ou qui sourit pas du tout. Et moi, derrière, je vais faire exactement la même chose. Je vais évaluer ces 4 items par rapport aux observations que j'aurais pu faire pendant la séquence. L'élève a-t-il fini son plan de travail? Oui, non. Et cela va déboucher sur l'indépendance et les degrés d'indépendance. Donc, il y a 3 degrés d'indépendance, 1, 2 et 3. Si l'élève a réussi à terminer son plan de travail, alors il est en degré 3, il est complètement autonome et il pourra choisir de manière complètement libre les activités qu'il suivra ou qu'il fera au prochain plan de travail, c'est-à-dire le nombre d'activités, le nombre de projets personnels et le nombre de ceintures.
Si il est en autonomie 2, c'est-à-dire qu'il l'a pas terminé, mais il en était pas loin, donc là, je vais valider avec lui ou elle en début de séquence les projets qu'il a choisis ainsi que les ceintures, c'est-à-dire peut-être que là, tu en as mis trop, peut-être que tu en as pas mis assez, et je vais avoir vérifié plus régulièrement le fait qu'il valide les activités obligatoires de la séquence. Le suivi 1, là, c'est pas vraiment d'autonomie, c'est-à-dire que l'élève n'a pas terminé ni les activités obligatoires, ni n'a réalisé de projet personnel, ni n'a passé de ceinture. C'est un élève qui n'est pas encore autonome, qui a besoin d'un suivi serré. Et dans ces cas-là, ces élèves-là, je les suis particulièrement avec une validation à la table d'appui, au moins une fois par semaine. Et c'est moi qui leur dis ce qu'ils doivent faire. Puisque, en fait, certains sont un peu perdus avec le nombre d'activités à faire. Et il faut leur dire, bon, d'abord, tu vas faire l'activité de lecture, tu me la montres une fois que c'est terminé, je valide, ok, tu as fait ça. Maintenant, tu vas faire ton activité d'expression écrite, ok. Maintenant, tu peux prendre une séance pour travailler sur ton projet personnel et vérifier à chaque heure de cours. Mais ça s'apprend. Certains élèves au début ont beaucoup de mal, surtout quand on débute le plan de travail, mais après, ça va tout seul. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ou est-ce que ça va? Oui, Sandy? Bonjour. En fait, toute l'année, ça, c'est un plan de séquence, c'est un plan de travail de séquence. Oui, tout à fait. Et donc, tu fonctionnes comme ça toute l'année? Oui, tout à fait. Oui, oui, je Et fonctionne comme ça. la feuille, il la colle d'emblée dans le cahier ou elle est Non, libre et il la colle à la fin? oui, à la fin. À la fin, parce qu'en fait, quand ils viennent valider les activités, ils viennent avec le plan de travail. Une fois que l'activité est réalisée, autocorrigée, je la valide sur le plan de travail, je mets un petit point vert. Et ils repartent avec le plan de travail et l'activité, et ensuite ils collent l'activité dans le cahier et passent à la suivante. Donc de la même manière, hein, le choix des activités obligatoires est libre. C'est-à-dire que si les élèves veulent commencer par un reading ou un listening, il n'y a pas de problème, c'est comme ils veulent. Cela dit, on a quand même toujours un même ordre qui se crée, c'est-à-dire que je commence toujours la séquence après une phase d'anticipation par un nuage de mots ou un document audio ou un document iconographique qu'on voit ensemble qui va démarrer la séquence. Je donne ensuite le vocabulaire sous forme de mots mêlés. En fait, ils adorent ça. Pour eux, c'est pas du travail. Et une fois que les mots mêlés, ils ont pu déjà repérer du vocabulaire qui aura été énoncé en partie dans la toute première activité du plan de travail, il y a une recherche de sens. C'est-à-dire qu'une fois que les mots mêlés sont terminés, on va regarder dans le dictionnaire les mots qu'on n'a pas compris en contexte, les mots non compris présentés dans les documents de début de séquence. On les repère on va les chercher dans le dictionnaire et après on s'en sert pendant la séquence. Et Oui, oui, vas-y. d'une séance sur l'autre, quand tu as la phase de reprise, des contenus du cours précédent, tu peux la faire ou pas? Sinon pas tout ce Ah travail. bah non, En fait, ah c'est bah non. que tu fais pas. Non, alors je fais pas. Si, ça m'arrive quand même parce que alors, je pense que je vais pouvoir répondre à ta question en poursuivant un petit peu, notamment en termes de mise en œuvre. On y arrive, donc on peut se garder la question sous le coude et puis je te répondrai avec les éléments nouveaux que tu auras pu entendre. Est-ce que ça te va? Oui, parfait, merci. Super. Donc en fait, quand je vous présente, je n'ai pas accès au chat. Donc, je ne sais pas ce que vous posez comme question. Donc, si vous en avez une qui surgit, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et m'interrompre, hein. Il n'y a aucun problème, hein, vraiment.
Alors, OK. Donc, on a vu le plan de travail et oui, j'ai pas fini. Donc l'élève met son nom. Il y a ensuite la période. Ça, c'était donc le plan de travail numéro 4. Et à la fin, les parents doivent signer le plan de travail. Ça leur permet de voir ce qu'ont réalisé leurs enfants. C'est très important et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Une Alors, petite. excuse-moi, Oui, oui. juste, je vais me faire l'écho d'une collègue dans le chat qui a demandé sur combien de temps, combien de séances se déroule ce plan de travail. Alors, je suis pas très compétente en termes de gestion du temps, j'avoue, hein. C'est un chantier pour moi et chaque année, c'est un chantier, c'est-à-dire faire des séquences plus courtes. J'ai beaucoup de mal à réaliser des séquences courtes. Alors là, avril à mai, en réalité, c'était avril à mi-juin, hein, vraiment. Puisque il y a aussi un vrai temps qui est consacré à la tâche finale, au moins 2 ou 3 séances qui sont dédiées à la tâche finale. Après, il y a, pour ceux qui passent les ceintures, il y a des entraînements aux ceintures, les présentations aussi qui prennent du temps. Donc, j'ai envie de dire que dans l'idéal, une séquence dure une période. Donc, de vacances à vacances, quoi, à peu près. Et ça, c'est dans les bons, quand je suis bien organisée. Mais voilà, c'est mon nouveau chantier de l'année prochaine, d'arriver à faire plus de séquences. Pour le moment, j'y arrive pas. Est-ce que je réponds à la collègue? Est-ce que ça va? Je me remets sur le Moi, chat il me rapidement. semble, maintenant, elle a pas réagi encore dans le chat. Ok. Alors je vois qu'il y a déjà. Alors c'est oui donc un plan de travail de séquence oui. Care pour les items évalués, c'est le soin qui est apporté au travail. Est-ce que les documents sont bien collés? Est-ce que le cahier est propre? Est-ce que les documents ne sont pas perdus? Oui, c'est ça, prendre soin du matériel. Le plan de travail se déroule sur toutes les séances, oui. Est-ce qu'il y a des temps communs en classe entière? Oui, et je vais l'aborder tout de suite. Alors, je voulais juste vous montrer ce que c'était que le texte libre. Donc, en fait, le texte libre, donc ici, on a une élève qui a écrit un texte sur l'amitié, une autre élève qui a écrit juste une citation parce qu'elle trouvait ça joli. On a des poèmes aussi, on a des élèves qui racontent leurs vacances, qui parlent de leurs animaux, de leur famille, de leur voyage. C'est vraiment très varié. Et l'idée, c'est que les textes libres soient ensuite publiés, donc on les met dans un recueil. Et ces textes libres, cette année, ont été partagés avec un collège à Marseille, un collège Freinet de Marseille. Et en fait, cette collègue-là a aussi des textes libres. Et en fait, on s'est envoyé nos textes libres et des élèves ont réagi sur les textes d'autres et ont commencé à correspondre. Donc, c'est vraiment ça. Ce n'est pas que ça reste à l'intérieur de la classe, mais que ça puisse être partagé dans l'esprit de Célestin Freinet, si vous connaissez un petit peu les pédagogies Freinet. Alors, les ceintures de compétences. Donc, les ceintures de compétences, elles ont été créées par Fernand Houry, qui était instituteur à l'époque et professeur des écoles, qui pratiquait le judo. Et qui avait observé pendant les séances de judo que en fait les judokas les plus expérimentés coopéraient avec les novices, ce qui permettait aux judokas expérimentés et aux novices de progresser dans leur pratique. Et donc, il a eu l'idée de transférer ces ceintures aux apprentissages et aux acquisitions de compétences. Et chaque couleur représente un niveau de compétence, avec une idée de progresser, par exemple, de la ceinture orange à la ceinture noire. Donc, comment je les ai réalisées, ces ceintures? Alors, j'avais cherché un petit peu partout et je voyais qu'à l'époque, c'était surtout les collègues du premier degré qui utilisaient les ceintures, soit de manière disciplinaire ou des ceintures de comportement. Donc, j'ai lu avec passion les BO et des cycles 3 et 4 et les CECRL et j'ai fait un découpage. Alors, ce découpage, il est ce qu'il est. Je l'ai retravaillé plusieurs fois.
Il me semble bien fonctionner dans l'état où il est, puisque ça fait déjà 4 ans que je teste. Et je pense que ça fonctionne bien par rapport aux entraînements et aux compétences. Donc là, je vous propose la ceinture parlée en continu, de la blanche qui est niveau CM2 à peu près, hein, cycle 3, à la noire qui est niveau fin de troisième, niveau B1, avec à chaque fois des seuils. Quand on a la ceinture jaune, c'est qu'on a validé le niveau pré-A1. La ceinture orange, on a validé le niveau A1. La ceinture marron, le niveau A2. Et la ceinture noire, le niveau B1. Et en fait, c'est très parlant hein, pour les élèves, puisque lorsque je leur dis, bah voilà, tu es niveau ceinture verte, niveau ceinture bleue ou marron, ils voient exactement avec ces grilles-là qui sont accrochées au fond de la classe, où ils en sont dans leur progression, mais aussi le niveau qu'ils ont acquis ou qu'ils ont de manière actuelle. Et c'est vraiment très parlant pour eux. Avec ces ceintures vient le livret. Donc ça, c'est surtout pour la communication aux parents, puisque je ne fais pas d'évaluation. Donc, il faut que les parents puissent aussi savoir où en sont leurs enfants. Donc, il y a les différentes compétences ici. Je vous en montre 2 là. Et quand l'élève réussit la ceinture, donc il colorie la ceinture, il met la date et en dessous, on a le descripteur de ce que la compétence, enfin ce que la ceinture signifie en termes de compétences. Ce qui est un peu plus parlant aussi pour les parents, puisque ce livret fait des allers-retours entre la famille et la salle de classe. Il reste toujours en classe, mais quand l'élève valide une ceinture, il ramène à la maison une petite signature et ça revient. Voici des exemples. Donc ici, vous avez deux ceintures orange. Donc c'est écrire et réagir à l'écrit. Donc vous voyez l'entraînement avec les items, les critères d'évaluation et puis ce qu'on va demander à l'élève le jour de la ceinture. Avec parfois aussi le rappel des règles. Alors pas ici, hein, c'est pas sur celle-là. Mais je sais que sur une ceinture verte ou bleue, je sais plus, je rappelle, je remets quelques petites règles de grammaire ou quelques idées de vocabulaire pour qu'ils aient sur la feuille tous les outils indispensables à l'entraînement. Donc là, ici, l'élève s'entraîne. Et puis, une fois qu'il s'est entraîné, donc avec le cahier, le dictionnaire, il a droit à absolument tout. Il me montre l'entraînement, je regarde si les structures sont appliquées, le nombre d'erreurs, est-ce que c'est compréhensible et en fonction, je l'évalue sur 4 niveaux de maîtrise qui sont débutants, intermédiaires, confirmés ou experts, qui correspondent aux maîtrises insuffisantes, fragiles, satisfaisante et très satisfaisante. J'ai volontairement changé les termes puisque je trouvais que maîtrise insuffisante et fragile, c'était un peu violent et puis surtout insuffisant, ça veut dire quoi en réalité insuffisant? Moi, je préfère parler de niveau débutant. Si on n'arrive pas à s'exprimer sur une ceinture orange, c'est qu'en fait, on a un niveau A1 ou pré-A1 et pré-A1. En fait, dans le CECRL, c'est un niveau débutant. Donc, si l'élève valide, si l'entraînement est correct, allez hop, l'élève est prêt et je lui propose de passer la ceinture. La ceinture, évidemment, c'est sans le cahier, sans le dictionnaire, sans rien du tout. Si je vois que les structures ne sont pas encore maîtrisées, qu'il y a encore beaucoup d'erreurs, je lui propose un nouvel entraînement et il recommence l'entraînement jusqu'à ce que l'entraînement soit assez solide pour qu'il puisse passer la ceinture. Et pour valider une ceinture, l'élève doit obtenir le niveau confirmé. Pour les collègues du premier degré qui utilisent les ceintures en mathématiques et en français, en fait, pour eux, une ceinture est validée lorsqu'il y a 80% de réussite. C'est validé. Ça veut dire que l'élève a acquis la compétence. Donc voilà pour les ceintures. Donc c'est comme ça. Donc il y a un entraînement pour presque chaque ceinture. J'ai pas d'entraînement encore en compréhension orale parce que j'ai pas encore eu le temps de préparer. Alors est-ce que je vais le faire? J'aimerais bien, mais pour le moment c'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, c'est pas la chose la plus urgente pour moi à réaliser. Mais je pourrais répondre après aux questions que vous pouvez avoir sur les ceintures au moment du temps d'échange si vous souhaitez. Alors oui, juste une chose, les ceintures, en fait, l'élève prépare quand il souhaite
pendant la séquence. Ils passent la ceinture quand ils souhaitent. Néanmoins, en faisant ça, j'ai quand même remarqué que les élèves privilégiaient les activités obligatoires aux ceintures. Donc, je mets maintenant une fois par mois à peu près une date où les élèves sont en passage de ceinture. Donc, ça veut dire qu'ils ont dû anticiper l'entraînement. Et c'est un rappel que je leur fais pendant les séances précédentes, c'est-à-dire attention, n'oubliez pas, tel jour, vous êtes en passage de ceinture. Ils inscrivent sur une feuille la ceinture qu'ils souhaitent passer. Comme ça, moi, tout est prêt le moment où ils arrivent pour passer la ceinture. En dehors de ces jours officiels en fait de passage, ils peuvent en passer n'importe quand. Il n'y a pas de moment précis. C'est vraiment à la demande. Alors, la mise en œuvre en classe. Donc, le déroulement d'une séance. Tout d'abord, on commence toujours par l'accueil, l'appel, un point sur l'organisation, c'est-à-dire où en êtes-vous de votre plan de travail, avez-vous les documents nécessaires, souvenez-vous que la tâche finale, c'est tel jour, quel est votre objectif de séance? Donc ça, ce sont des questions qui sont posées à la cantonade et qui n'impliquent pas de réponse individuelle. Néanmoins, quand un élève a une question par rapport à son organisation, on en discute ensemble, l'élève et moi. C'est aussi un moment de questions éventuelles. Il me manque telle feuille, j'ai pas compris telle chose. Ensuite, il y a des présentations d'élèves. Lorsqu'il y a une présentation, c'est pareil, une présentation, un exposé qui fait partie des activités libres. C'est tout de suite après le temps d'accueil et de points de séance. C'est suivi d'un travail en autonomie. Donc, le travail en autonomie, c'est le travail sur les activités, qu'elles soient obligatoires ou les projets personnels ou les entraînements aux ceintures. Les élèves aussi corrigent les activités qu'ils ont réalisées. Les fichiers autocorrectifs, c'est moi qui les ai et ils doivent me les demander pour les obtenir. Et ensuite, ils me les ramènent. Ça évite que l'élève autocorrige. C'est très peu le cas dans mes classes, vraiment. Les élèves jouent le jeu, mais le fait d'avoir les autocorrections permet que l'élève fasse son activité entièrement et je peux donc vérifier que le document ait été réalisé de A à Z avant de donner l'autocorrection. Pendant la séance, moi, je suis située à la table d'appui. Je vous montrerai où elle se trouve. Et les élèves viennent me montrer leur travail au fur et à mesure en inscrivant leur prénom au tableau, ce qui évite une masse d'élèves qui attendent. Et ils sont au travail jusqu'à ce que je les appelle. Et donc, le passage de ceinture. Alors, oui, il y a aussi les leçons. Donc, vous me demandiez les temps communs. Donc, les temps communs, il y en a à chaque séance. Donc, les temps communs, c'est donc les 5 premières minutes, l'accueil, les questions éventuelles. C'est aussi un moment où, lorsqu'on a vu une leçon, on va faire du rebrassage. Donc là, j'ai des petites ardoises Velleda comme au primaire, et chaque élève a son marqueur. Et puis, on y va pour rebrasser le vocabulaire qui a été vu jusqu'à présent, un point de leçon. Si les élèves viennent de réaliser la carte mentale d'une séquence précédente, ou même je leur dis attention, tel jour on va revoir ce qu'on a vu pendant les séquences précédentes, reprenez bien votre carte mentale et puis voilà, on fait un petit rebrassage, une mémorisation de ce qui aura été vu les semaines ou le mois précédent ou il y a 2 mois ou même en début d'année. Donc ça, ce sont les temps communs et évidemment les temps de leçon ou lorsqu'il y a une leçon sur un thème en particulier, là, évidemment, c'est en classe entière et c'est un entraînement en groupe classe qui est immédiat, qui suit la leçon immédiatement. Donc voilà, les temps communs pour la leçon, pour la révision, pour parfois juste de la conversation. Par exemple, il y a un événement qui vient de se produire, on en discute en classe, au retour de vacances et à chaque fois qu'on en a envie. Quand je sens que la classe a besoin d'un temps commun, on arrête le travail en autonomie, je reprends la main et puis on passe un moment tous ensemble. Ou alors, avec seulement un petit groupe, quand une leçon est comprise par la moitié de la classe, mais l'autre non, je prends la moitié de la classe qui n'a pas compris et je reprends une notion pour cette moitié-là.
Et voilà, et enfin, on termine en faisant un bilan de séance. Avez-vous réalisé vos objectifs de séance? Avez-vous terminé ce que vous aviez prévu? Avez-vous le matériel disponible pour la prochaine séance? Avez-vous ce qu'il faut pour travailler à la maison? Où en êtes-vous de vos projets personnels? On en discute et après, voilà, c'est ainsi que se termine la séance. Donc, je vous montre peut-être... ah oui, le matériel. Alors, est-ce que je vous montre quand même? Oui, je vais d'abord vous montrer l'espace classe. Donc ici, c'est l'espace classe. Alors, les tables sont constituées en îlots. Pour autant, les îlots ne sont pas fixes, hein. Les élèves s'installent exactement où ils veulent. Alors, parfois, il y a un îlot vide et parfois, ils sont 2, parfois, ils sont 4, parfois, ils sont 6. Ça dépend. Ils se déplacent de manière complètement libre dans la classe. Ils doivent juste me demander pour sortir s'ils doivent aller aux toilettes ou remplir la gourde parce qu'il fait très chaud chez nous à Madagascar. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez avec ma souris, mais ça, c'est mon bureau. La table d'appui où je me situe. Et là, les élèves sur le côté mettent leur prénom pour pouvoir valider les activités qu'ils ont réalisées. Donc moi, quand je suis assise, je suis ici. Le tableau des ceintures, donc vous le voyez qui est affiché là ici. Donc le tableau des ceintures, vous pouvez remarquer, il est affiché au fond de la classe. Et là, quand l'élève valide une ceinture, il prend son étiquette et colle sa ceinture dans le tableau sous l'activité correspondante, écriture, lecture, écoute et expression orale en continu et en interaction. Donc là, on voit par exemple que sur mes classes de 4e, j'ai une classe qui est quand même assez faible et qui a besoin d'énormément d'aide pour planifier son travail, alors que l'autre classe, ça roule tout seul. Ici, c'est l'armoire qui est dans le fond de la classe, donc les bannettes ici bleues pour les 4e, les bannettes vertes pour les 3e. C'est là où je pose les documents de la séquence. Les dictionnaires, la petite bibliothèque modeste, comme je vous le disais. Et puis ici, des feuilles de brouillon et dans les dossiers, il y a des feuilles de vocabulaire vides et des fiches de lecture. Comme ça, c'est en libre service. S'ils ont besoin, ils peuvent aller en chercher tout de suite. Et dans les classeurs, ce sont des leçons, des fiches de vocabulaire aussi qu'ils peuvent... donc, il y a conjugaison, grammaire, phonétique, méthodologie et vocabulaire. Et c'est en libre service, les élèves ont accès à ces classeurs pour aller chercher le matériel dont ils ont besoin. Est-ce que j'ai fait le tour? Non, j'ai pas fait le tour. Donc voilà, j'ai des bannettes de couleurs. J'ai la chance d'avoir 3 ordinateurs portables et un ordinateur fixe. On a une flotte de tablettes ici qui est complètement obsolète, qui ne fonctionne pas et qui est compliqué. Enfin, c'est pas toujours facile d'avoir accès à ces tablettes. Donc moi j'avais demandé à l'époque pour pouvoir mettre en place ces pédagogies coopératives, j'avais demandé au budget des ordinateurs et j'ai eu la chance de les avoir et j'ai une salle. Donc ça c'est vrai que c'est très aidant. Ceci dit, j'ai été TZR sur 2 bahuts avec 10 classes. Et j'ai quand même réalisé le plan de travail avec les activités. Donc, ça se fait. C'est pas très confortable, mais ça se fait. Une armoire avec les entraînements et les fiches ceintures. Le tableau des ceintures affiché au fond de la classe, vous l'avez vu. Et il y a aussi un Padlet avec les activités de compréhension orale et les vidéos, notamment pour les ceintures. Donc ici, en fait, quand dans le plan de travail, il y a, par exemple, si je reviens en arrière, il y a ici un listening and watching. Eh bien, les élèves se connectent sur le Padlet pour accéder à la vidéo ou à l'audio et ils peuvent ainsi réaliser le document. Et il y a aussi un Padlet pour les ceintures de compétences, notamment les CO, avec les différentes
ceinture, donc ceinture toute, hein, blanche, jaune, orange, vert, marron, noir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, juste peut-être une chose, je voulais juste vous partager des témoignages d'élèves par rapport à cette manière de faire. Bon, je vous les partage tout de suite en fait. Ce qui me plaît en cours d'anglais, c'est que la prof nous fait confiance et elle nous laisse gérer. Grâce à votre façon d'enseigner, on commence à apprécier les cours d'anglais. J'ai évolué de trimestre en trimestre. Grâce au plan de travail, la classe est plus soudée qu'avant et ça nous permet également de coopérer avec plusieurs personnes différentes. Depuis que j'ai passé ma ceinture, j'ai décidé de travailler. En conseil de classe, donc ça c'est ce qu'ils ont dit, on voudrait travailler dans toutes les matières comme en cours d'anglais. Vous nous amenez à dépendre de nous, pas du professeur. Et ces témoignages-là, ils proviennent d'une classe faible, homogène, ce qui est rare, hein, mais homogène, faible, et qui était démobilisée totale en début d'année. Et en fait, finalement, les pédagogies coopératives leur ont permis d'avoir plus d'estime d'eux-mêmes et puis de se dire que, bah oui, en fait, tous ensemble, on peut y arriver et l'union fait la force. Ça a été vraiment un déclic pour eux. L'ambiance était vraiment très mauvaise en début d'année. Et ils ont réussi à passer outre grâce à la coopération notamment. Donc voilà, c'était un vrai succès de ce point de vue-là. En tout cas, ça a changé pour eux pas mal de choses et notamment la vision du travail et de l'effort. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai terminé. Donc, je suis à vous. Si vous avez des questions, je vais y répondre avec grand plaisir. Alors, je vois dans le chat, alors, pas de travail à la maison du coup, sauf pour les réalisations libres. Ah si, du travail, puisque le plan de travail n'est pas réalisable entièrement sur les heures de cours. Donc, pour pouvoir le terminer, il faut qu'il y ait du travail à la maison. Ça, c'est certain. Et je leur dis d'ailleurs, il faut reprendre à la maison. Que font les élèves quand ils ont terminé leur plan de travail à part aider les autres? Alors ça arrive, peu, mais ça arrive. Eh bien, projet personnel. Dans ces cas-là, ils peuvent refaire une lecture, et faire un texte libre, commencer une présentation. Il y a toujours du boulot. Alors, je réponds à Sandy. Sandy, est-ce que tu as levé la main ou c'était tout à l'heure? Non, c'était tout à l'heure, mais à chaque fois, j'oublie de baisser la main. Pardon. D'accord, ok, non, pas de souci. Alors, par contre, tu me demandes combien d'élèves par classe. Alors, en troisième, cette année, j'en avais 25. En quatrième, j'en avais 20. Ouais, très peu d'élèves en quatrième. La question sur les textes libres de Leïla, comment tu l'introduis en classe pour impliquer les élèves à les réaliser? Eh bien, en fait, le fait de dire que tout est libre, en fait, que ce soit le thème ou la longueur du texte, c'est quelque chose de très engageant et de très motivant pour eux. Et le fait de savoir aussi que ces textes vont être publiés, pour eux, c'est quelque chose qui contribue beaucoup au fait de rendre un écrit de qualité. Et c'est vrai que les écrits qui sont réalisés sont généralement assez qualitatifs, ce qui est toujours étonnant pour moi. Alors, ça permet aussi, quand le texte libre est terminé, moi, je le toilette, c'est le vocabulaire qu'on utilise un peu en pédagogie freinée. Donc, je repère les erreurs principales et je reprends avec l'élève. Donc, quand on est à la table d'appui, on reprend le texte et je lui dis, regarde là, tu as utilisé le présent simple, il faudrait mettre un S puisque tu vois, le sujet est à la troisième personne. Attention, fais des paragraphes, c'est un petit peu long, n'oublie pas les virgules. On reprend tout ça ensemble. L'idée n'étant pas de regarder chaque erreur, mais que l'élève puisse améliorer sa première production à des vues de publication. Julie, bonjour, je rebondis justement sur les textes libres. Donc, c'est quelque chose qu'ils font en classe alors?
Alors, en classe ou à la maison, en fait, certains commencent. Comme en fait, la gestion du travail est vraiment libre. C'est-à-dire qu'un élève peut tout à fait s'entraîner à une ceinture en binôme ou commencer son texte libre ou garder son texte, commencer le texte libre à la maison, enfin en classe, le terminer à la maison. L'idée, c'est de terminer le plan de travail. Et en fait, ce qui est aussi très important, c'est que les élèves sachent que si le plan de travail n'est pas terminé, le degré d'autonomie baisse. Et ça implique une gestion plus importante de ma part dans la réalisation des activités. Un élève en suivi 1, c'est moi qui vais lui dire ce qu'il doit faire. Et je vais vérifier tout le temps. Alors qu'en suivi 3, l'élève s'organise exactement comme il le veut. Et ça joue énormément dans la motivation à terminer le plan de travail. Oui, la seule crainte pour les textes libres, c'est peut-être quand ils sont à la maison d'utiliser voilà, tout ce qui est traducteur, les IA, des choses comme ça. Oui, mais il n'y a pas d'enjeu, c'est pas noté. Donc, à partir du moment où c'est pas noté, il n'y a aucun intérêt pour l'élève à utiliser l'IA. Et c'est exactement ce que je leur dis. C'est-à-dire que si ton texte est réalisé par ChatGPT ou que sais-je, ou ta tante, ou ton oncle, ou ta cousine qui parle super bien anglais, bah, dans ces cas-là, c'est pas ton travail, je ne vais pas le lire. Je ne vais pas corriger ChatGPT ni ta grande sœur en terminale. Donc tu recommences ou tu me donnes pas. Et c'est très puissant comme argument. En plus, c'est pas noté. Ouais, super, merci pour tes réponses. Je t'en prie. Alors, est-ce que je les note? Une question de Marie. Alors, de Sandy, pardon. Est-ce que tu notes au final des injonctions, pression des familles, de l'administration? Oui, j'ai évalué, hein, bien sûr. Alors, non, aucune pression. C'est bien expliqué en début d'année aux parents quand ils viennent aux réunions parents-prof. Alors, tous les parents ne sont pas là, tous les parents ne sont pas francophones, hein. J'ai beaucoup de parents malgachophones et donc la communication ne se fait pas du tout. Néanmoins, mes premiers ambassadeurs, hein, ce sont mes élèves. Et les élèves, eux, comprennent parfaitement et ils arrivent à expliquer ensuite à la maison. Le livret de compétences fait l'aller-retour et moi, j'évalue avec les ceintures, mais aussi au fil de l'eau. C'est-à-dire que les activités qui sont réalisées pendant la séquence, par exemple, les activités de listening, de writing, que sais-je, eh bien, je peux en évaluer le niveau de maîtrise. Je suis tout à fait capable, quand un élève revient avec sa compréhension écrite, de savoir si le texte a été bien compris, quelles ont été les erreurs, et donc je peux mettre un niveau de maîtrise sur le travail rendu. Même si ce n'est pas du tout ce que je vais mettre dans Pronote et l'élève le sait. C'est juste que je reporte le niveau de maîtrise de la réalisation du document. Et cette observation au fil de l'eau, ainsi que les ceintures, me permettent dans Pronote de mettre une compétence et que je transforme en note à la fin. Donc, c'est vrai que les parents doivent attendre le premier trimestre pour découvrir la moyenne de leur enfant, mais ça n'a jamais posé aucun problème. Alors, est-ce que parce que je suis à Madagascar, est-ce que alors les parents du coup regardent moins? C'est possible, hein, mais à partir du moment où tout se justifie, tout est très clair et tout est évalué en temps et en heure. Enfin, ça se défend largement auprès des parents, même ceux qui seraient un peu tatillons. Ce n'est pas arbitraire, hein, c'est vraiment, ce sont des observations qui ont lieu au quotidien. Et les ceintures sont là aussi pour valider un niveau de maîtrise. Alors, Nassim demande combien il y a de ceintures. Alors, ça va de la blanche à la noire. Donc, on va compter. Je ne sais plus si c'est 7 ou 8. Blanche, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Ça fait 7. Mais j'ai des élèves qui ont passé des ceintures rouges et même des ceintures pourpres parce que le niveau, j'ai des élèves cette année, une élève qui avait un niveau C1+. Même plusieurs. Hein. Donc là, j'ai dû m'adapter et réaliser vite des ceintures pourpres parce que là, on était sur des niveaux de dingue en fait. Hein.
Donc voilà, donc c'est 7 voire plus, par compétence langagière. Mélissa qui me demande d'où est venue l'idée de fonctionner de cette manière. Eh bien, c'est l'hétérogénéité des élèves. C'est-à-dire que, et ça, c'est quand j'ai commencé à enseigner, donc moi je viens du privé, hein, j'ai travaillé 15 ans dans le privé, rien à voir avec l'enseignement. Et dès mon année de stage, j'ai bien vu qu'il y avait les élèves en grande réussite qui s'ennuient, les élèves qui ont du mal à comprendre qui s'ennuient, et la moitié, enfin le milieu de la classe qui lui suit à peu près ce que j'avais prévu. Et c'était pour moi insupportable de voir des élèves s'ennuyer ou ne rien comprendre et de faire des cours pour une moyenne. Donc je me suis dit il faut que je change ça. Comment je peux faire? Et j'ai pu rencontrer, alors à l'ESP à l'époque, hein, un collègue d'anglais qui s'appelle Alan Kaffling, je ne sais pas si vous le connaissez, de l'Académie de Rennes, qui est venu parler de la classe accompagnée et qui, lui, mettait en place la feuille de route. Et je me suis dit, ah bah super, allez, je vais faire ça. Et en fait, la feuille de route m'a amené ensuite aux pédagogies freinées, m'a amené au plan de travail, qui est donc pas identique que la feuille de route, puisque le plan de travail, les élèves peuvent choisir. Et donc se responsabiliser du travail qui est réalisé, ce que ne donne pas la feuille de route, par exemple. Et vraiment, ça a changé. Je sais que tous les élèves progressent. Et même si on passe de la ceinture jaune à orange quand on est en troisième, alors qu'on devrait être à la ceinture marron et passer à la noire, eh bien, il y a quand même du progrès. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse. On essaie d'amener les élèves au niveau A2, B1 en fin de troisième. On sait que certains ne pourront pas l'atteindre, mais au moins, on les aura fait progresser. Et ça, c'est mon challenge. Dans l'équipe LV, vous mutualisez, tu es la seule à fonctionner comme ça. Alors oui, j'ai essayé au départ, on s'était dit oui, pourquoi pas, tiens, si on faisait ça, on s'était réparti le travail et puis au final, non, les collègues ont lâché un peu l'idée. Et donc oui, je suis la seule à fonctionner comme ça. J'aimerais vraiment que ça puisse être déployé en espagnol, en anglais, surtout qu'on est un petit établissement. Mais pour le moment, les choix pédagogiques des collègues ne sont pas aux ceintures ni au plan de travail. Donc voilà, je travaille toute seule au collège. Seb qui dit que il fait la même chose en France et ça se justifie. Au final, ce sont les profs principaux qui râlent plus. Mais oui, c'est vrai. Sauf si tu mets bien tes appréciations à l'avance, avant les bulletins, ou si tu fais un petit point, si tu arrives à voir le PP et puis faire un petit point en disant que non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ou alors, bah non, il y a quelques fragilités, mais ce qu'il faut, c'est bien remplir les bulletins en amont, ça c'est clair. Mélissa, tu demandais la différence entre la feuille de route et le plan de travail. Alors en fait, la feuille de route, ce sont les activités qui sont obligatoires. Donc là, il n'y a pas de projet personnel, il n'y a pas de passage de ceinture. Ce sont des activités que l'élève peut réaliser comme il le souhaite, seul ou en groupe, et dans l'ordre qu'il choisit. Mais il n'y a pas de choix et de report d'activité sur un plan de travail prochain si jamais celui en cours n'a pas été terminé. Alors, Marie qui dit « La collègue des classes après toi travaille-t-elle de la même manière dans un souci de continuité ?» Eh bien, en fait, je suis la dernière puisque j'ai les 4e et les 3e. Donc après, c'est le lycée. Et je sais qu'au lycée, les collègues ne travaillent pas avec les ceintures. Donc, voilà, ça enlève un problème, éventuellement. Après, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait les avoir du cycle 3, même les commencer en CM2. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas un choix pour le moment de la collègue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Moi, je voulais savoir comment on arrivait à créer de l'interaction entre les élèves. Est-ce qu'il y en a? Et si oui, comment tu arrives à la créer, cette interaction?
L'interaction, alors, dans le plan de travail, il y a toujours une activité d'expression orale en interaction. Donc, en fait, les élèves la préparent en binôme ou en trinôme, donc ils la préparent pour ensuite venir la réaliser en face de moi à la table d'appui. Donc, elle fait partie du plan de travail et pour qu'elle soit validée, il faut que cette interaction, elle soit d'un niveau confirmé aussi. Donc, en fait, ils préparent à l'avance et puis ensuite, ils viennent la faire devant moi. Mais les interactions, elles sont aussi multiples, notamment quand les élèves ont quelque chose à me demander. Et c'est très souvent, ils me le demandent en anglais. Et quand ils ne savent pas comment me demander en anglais, ils demandent à un camarade. Et donc, l'interaction se fait aussi avec les camarades quand il s'agit de demander, je ne sais pas moi, où est telle feuille, est-ce que je peux faire ci et c'est vraiment très souvent. Et j'essaie d'encourager les échanges en langue étrangère. Donc, ce n'est pas toujours réussi. On n'a pas du tout des îlots où on parle anglais, hein, ça c'est clair. Mais enfin, je veux dire, où on parle anglais de manière continue, c'est pas du tout possible. Mais les échanges sont quand même multiples dans la langue. Et bien plus que quand j'étais en classe traditionnelle, puisque là, ils sont en interaction très souvent. Par contre aussi, ce que je fais, alors je ne sais pas si la gestion du bruit est intervenue ou pas dans le chat, mais la coopération et le travail en autonomie nécessitent des déplacements. Et on ne me demande pas à chaque moment, puis-je aller parler à tel, puis-je... Non. Par contre, quand le niveau sonore devient trop important, j'utilise les feux tricolores qui sont vraiment très pratiques, c'est-à-dire rouge, c'est interdiction de communiquer, de parler. Vert, on peut discuter normalement, se déplacer sans souci. Et blanc, on chuchote. Ça permet de réguler le son. Et quand les élèves, quand ils sont en code blanc, n'arrivent absolument pas à se réguler, eh bien, on passe en code rouge. Et là, je donne une durée. On passe en code rouge 2 minutes, 5 minutes. Et j'ai le chrono avec moi. Et ainsi, on peut réguler le son. Et ça leur permet aussi, quand je vois que finalement, les élèves, ils sont crevés et tout ce qu'ils ont envie, c'est de papoter, eh bien, passer en code rouge, ça les tranquillise et ça leur permet de revenir sur les activités sans moment de coopération, mais c'est pas grave, se mettre complètement dans une compréhension écrite, se mettre dans la rédaction d'un texte au calme. Je vois que l'heure file, il nous reste 7 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent ou est-ce que vous avez d'autres questions de mise en œuvre concernant les ceintures ou le plan de travail Ouais, moi tout à l'heure j'avais une question qui était en termes de gestion de photocopie, de stockage, de choses comme ça. Parce que nous, on a un gestionnaire qui nous sert la vis, donc on a un Ah oui, code oui, photocopie, ce qui n'est pas oui, forcément le cas dans plein d'établissements. Et oui, savoir comment oui, toi tu arrivais à gérer ça ou comment tu avais pu oui. négocier éventuellement avec ton administration. Oui, alors oui, effectivement. Alors de mon côté, comme on n'a pas de manuel en anglais, en fait, la politique de l'établissement, c'est que quand on n'a pas de manuel, on a un quota de photocopie qui est plus important. Après, on n'a jamais eu de comptage, on m'a jamais dit tu fais trop de photocopies, c'est pas possible. Mais c'est vrai que cette manière de travailler implique effectivement un nombre important de photocopies, surtout que on n'a pas de traces écrites. On a très peu de traces écrites. Enfin, si, il y a beaucoup de traces écrites si on part du principe que la trace écrite, c'est l'écriture de l'élève. C'est-à-dire que dans chaque document, généralement, je m'arrange pour que l'élève fasse un bilan ou qu'il y ait une trace écrite de la leçon. Il y a toujours des choses à noter, hein, évidemment, mais ce n'est pas une trace écrite co-construite par le groupe classe, ça c'est certain. Donc oui, c'est peut-être ça l'inconvénient. Alors, moi, j'aurais aimé, on pourrait trouver une solution si les élèves avaient accès aux documents via leur smartphone, par exemple, ou plus d'ordi. Mais nous, ici à Madagascar,
les élèves n'ont pas beaucoup de ressources financières. Économiquement, c'est très difficile. Donc, parfois, ils ont des téléphones, mais souvent pas de connexion. Donc, le téléphone, c'est un outil dont je ne peux absolument pas me servir, ni en classe, ni hors de la classe. Ils n'ont pas d'ordi à la maison. Je ne peux pas les faire travailler avec une connexion en dehors de la classe. C'est pas possible. Il faut forcément un support papier. Donc, peut-être que pour ça, justement, on est un petit peu plus aidé, puisque tout ce qui est technique, technologique dans les foyers, c'est inexistant. Est-ce que tu apprends aux élèves à coopérer? Eh oui. Eh bien, c'est super question. Alors, en fait, en début d'année, on fait des jeux coopératifs. C'est-à-dire que la toute première séance d'anglais, la toute première, j'introduis la coopération via des jeux coopératifs. Donc, c'est une séance qui se passe en anglais. Hein, et il y a un challenge avec une récompense à la clé. Et si le challenge est réussi, par le biais d'efforts individuels, si le challenge de groupe est réussi, alors ils obtiennent la récompense. Alors bien sûr, hein, ils obtiennent toujours la récompense, hein, c'est le but quand même, c'est pas un challenge difficile. Et en fait, on fait après un débrief du jeu coopératif et on apprend que pour gagner individuellement, pour qu'il y ait un bénéfice individuel, mais en même temps faire gagner la classe, alors il faut un effort de chacun. C'est-à-dire que le groupe classe gagne, le groupe classe gagne le challenge et gagne la récompense, mais ça a été grâce aux compétences que moi j'y ai versées dans cette activité, dans ce challenge. Donc en fait, tout le monde gagne. On gagne ensemble. Et ensuite, on lit la charte de l'entraide qui est affichée en classe. C'est-à-dire, je ne donne pas la réponse. Aider, ce n'est pas donner la réponse. C'est une aide ponctuelle. Je débloque le camarade. Quand j'aide, j'ai d'abord essayé tout seul. Voilà. Enfin, tout ça, on l'explique en classe. Et on fait un plan de travail 0. Parce que les quatrièmes que je vais récupérer l'année prochaine, c'est bon, ils savent. Mais les nouveaux que je récupère cette année, enfin, au mois de septembre, eux ne connaissent pas le plan de travail et le travail en autonomie. Donc, on fait un mini plan de travail sur 2 heures. Où là, c'est pareil, ils ont quelques activités à faire, très faciles. Ils doivent les terminer. Puis moi, je ne dis rien, je suis complètement effacée. Et après, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi j'ai réussi à terminer, pourquoi je n'ai pas réussi, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réussir à terminer. Le premier plan de travail, le plan de travail 1, il est moyennement terminé. Et après, au numéro 2, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai des élèves qui ne veulent pas travailler? Oui. Oui. Ça, c'est sûr. Mais c'est là où on intervient, c'est là où quand on voit qu'un élève décroche ou qu'il n'a pas envie, on passe à côté, on va le voir. Bon, alors, tu fais quoi? T'es pas très motivé, t'es fatigué, t'as pas envie? Ok, bah, dans ces cas-là, laisse tomber ton travail de compréhension écrite et viens, fais une lecture, regarde ce livre, il est super. Fais une lecture. Et là, l'élève, il peut se poser, prendre un livre, et il fera une fiche de lecture plus tard, même s'il n'avait pas prévu cette activité libre, c'est pas grave. Il peut quand même faire une lecture et hop, c'est reparti. J'ai des élèves qui dorment en classe, hein. Très souvent. On n'a pas de ventilo, il fait 40 degrés. Le mercredi, on a 5 heures de cours. Physiologiquement, c'est pas possible. Donc, voilà, moi, je les laisse dormir. C'est pas grave. C'est juste, voilà, on peut pas faire autrement parfois. Donc, mais il y a toujours des petits trucs et astuces pour mobiliser un regard, un geste, passer à côté de l'élève en question, et après ça repart. Seb, ce mini plan de travail, tu l'as basé sur de la méthodo, les deux, et du contenu disciplinaire, c'est-à-dire c'est le début de l'année, donc on apprend à se présenter, dire son prénom, son âge, et de la méthodo. Donc il y a les documents qui sont dans les bannettes. Et on a un temps donné pour tout réaliser et la mini tâche finale très minime qui est de se présenter en quelques phrases. Et ce sont uniquement des révisions. Et là, c'est le moment de voir si les élèves utilisent les dictionnaires, si les élèves viennent me voir, s'ils ont un problème, ou est-ce qu'ils vont demander à leurs voisins. Tout est possible, tout est réalisable, mais eux ne le savent pas encore. Et quand on fait le débrief, c'est à ce moment-là, on se dit, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, ok. J'avais pas compris tel mot, d'accord. Est-ce que tu as pensé à prendre le dictionnaire? Ben non. Est-ce que
Tu pouvais me demander, oui, est-ce que tu l'as fait? Ben non. Ah, d'accord. Et c'est là où ils se disent, bah ok, j'ai toutes ces ressources-là en fait. J'ai mes camarades, j'ai la professeure, j'ai les ordinateurs, j'ai les dictionnaires. Je pouvais les utiliser. Donc les deux. Quels sont les documents? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres? Alors, je sais pas si je lis bien en fait. Oui. Quels sont les documents que gardent les élèves? Tu marches avec un cahier ou un classeur. Est-ce facile aux élèves de gérer la trace écrite de chaque atelier? Oui, très facile de garder la trace écrite, aucun problème. Les activités sont collées dans le cahier, ainsi que les fiches leçons et les entraînements. Tout est collé en fait. Maintenant, j'ai des élèves qui préfèrent avoir un porte-vue. Puisqu'en fait, ils passent leur temps à enlever, sortir, jusqu'à ce que l'activité soit validée. Ensuite, ils la collent, mais tant qu'elle n'est pas validée, la plupart ne les collent pas. Donc, pour que ce ne soit pas le bazar, certains préfèrent les porte-vues. Et en fait, à la fin de chaque séquence, ils enlèvent les activités, mais ils gardent les leçons. Puisque les leçons, on y revient à chaque séquence, puisque par exemple, le prétérite, peu importe la séquence dans laquelle on se trouve, on y revient toujours à un moment ou à un autre. Donc, mais regarde ta leçon. Donc voilà, mais voilà, le cahier, le classeur, tout fonctionne plutôt pas mal. Et finalement, ils arrivent à gérer. Parfois, on a des élèves avec une liasse comme ça de feuilles. Et là, je leur dis, bon, okay, là maintenant, il y a beaucoup trop de feuilles, tu ne peux pas t'en sortir. Pour lundi, tu vas tout coller, tu vas t'acheter un bâton de colle, tu vas tout coller, tu me montres ton cahier. Et je sais que tel élève, je vais voir et je vais regarder où il en est dans son cahier. Et la plupart du temps, c'est pas mal tenu. Vraiment, au départ, c'est un peu chaotique. Il faut leur laisser le temps de s'approprier cette manière de travailler. Et puis après, ça va tout seul. Ils sont super autonomes. C'est comme les petits en maternelle, quand ils arrivent, les tout petites sections, ils arrivent en classe, ils regardent les ateliers, ils mettent leur petite collerette avec leur prénom et l'atelier dessus. Et puis, ils vont à l'atelier et après, ils rangent. L'institutrice n'a pas à leur demander de le faire. Ils le font tout seuls alors qu'ils ont entre 3 et 4 ans. Ils sont super autonomes. Eh bien, les élèves retrouvent ça après au collège. Moi, j'ai rien à dire. C'est hop, 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 tout le monde va s'affairer. Chacun sait où il doit chercher le document, les ressources. Et puis après, c'est parti pour le travail sur la séance, quoi. Voilà. Ok, on a dépassé de 2 minutes. Est-ce qu'une dernière question serait... Vous voudriez vous poser une dernière question ou est-ce que j'ai réussi à lever des interrogations, des doutes? Julie, ce que tu peux peut-être faire, c'est donner aussi rendez-vous à ces participants-là dans l'autre atelier que tu animes, peut-être pour continuer la discussion. Ah, tout à si tu veux. fait, tout à fait. Ok, Fais ton oui, retour merci, promo, Julie, Ségolène. si tu veux. Ah mais oui, c'est vrai, il y a un Ludo Blabla dans 25 minutes pour ceux qui souhaiteraient reprendre la discussion, mais aussi pour tout ce qui est matériel. Je partage j'ai une page Facebook qui s'appelle Angelis Classroom et je partage plein de trucs. J'ai un netboard, je mets les documents de ma séquence, les plans de travail, mes réflexions, mon analyse de pratique. Donc peut-être que si vous avez encore des questions là-dessus, si vous allez fouiller un peu sur cette page, vous allez peut-être voir des collègues qui ont posé la même réponse et auxquels j'ai répondu. N'hésitez pas et même à me joindre sur ce canal avec grand plaisir. Voilà, bah donc du coup, je termine, je pense. Merci à vous d'être venus ce matin. J'espère que j'aurai pu vous apporter des pistes de réflexion ou de travail. En tout cas, sachez que mon enthousiasme est très grand avec cette pédagogie-là et que vraiment j'ai l'impression de remplir mon rôle de passeuse de savoir à fond la caisse. donc voilà, à très bientôt alors et puis peut-être. Et puis bonne continuation à vous tous et très bon dimanche. Bye bye.